Et nous voici sur le plateau Tampis-Sapins avec notre invité, Yohann Nedelec, le maire du Relecq-Kerhuon, vice-président de Brest Métropole Océane, et Frédéric Collat de France Bleu Brésil. Juste une petite question, vous avez parlé de BMO, de François Cuyandre. D'aucuns disent que vous seriez un bon successeur à François Cuyandre le jour où il décidera peut-être de changer de siège. Donc c'est quelque chose auquel vous pensez en vous rasant ou pas le matin, non Je suis extrêmement surpris. En tous les cas, je ne suis pas informé de cette nouvelle. Ah ouais vous êtes un jeune maire très actif et on imagine assez ambitieux. Ce n'est pas quelque chose d'absolument aberrant, en se projetant dans un avenir que je souhaite le plus lointain possible à François Cuyandre. Oui, de la même manière. Moi, ce que je peux vous répondre, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis maire du Relecq-Kerhuon. Je suis un maire heureux au Relecq-Kerhuon et c'est très bien ainsi. Je pense que François Cuyandre est maire de Brest, jusqu'à preuve du contraire, c'est un maire heureux. Et vous entendez bien tous les deux. Je l'ai eu hier soir encore au téléphone. Nous n'avons pas évoqué cette possibilité. J'ai connu à une autre époque un jeune maire de Saint-Herblain qui disait exactement la même chose. Puis il est devenu maire de Nantes, puis Premier ministre. Écoutez. Voilà, quelle perspective. On parlait d'économie tout à l'heure, Frédéric. On va peut-être y revenir un tout petit peu. Oui, vous nous disiez que la mutualisation ne créait pas forcément d'économie. En tout cas, on n'en est pas sûr. Mais dans ce pays, on a quand même besoin d'en faire des économies. Et notamment dans l'organisation politique de notre pays. Il y a un sujet qui est revenu très souvent, c'est celui des conseils généraux, qui vont s'appeler conseils départementaux. Ne fallait-il pas les supprimer ? Est-ce que, dans tout cela, le Premier ministre n'a pas manqué de courage ? Du courage, je ne sais pas. Supprimer, est-ce qu'on peut être aussi binaire, supprimer ou conserver ? Moi, je poserais plutôt la question, admettons, supprimons les conseils généraux départementaux, avec les compétences qui sont les leurs, qui récupère ces compétences, notamment l'action sociale. Un pan... Il a été question que ce soit justement les communautés d'agglo. Notamment. Au Pays de Brest, puisque c'est ma délégation en tant que vice-président de Brest Métropole et du pôle métropolitain, je discute beaucoup avec les 89 communes du Pays de Brest. On en a parlé. Est-ce que tu es prêt, toi, président, là, à récupérer les compétences ? Il y a quand même une certaine inquiétude, parce que c'est du personnel, c'est des finances. Parce que moi, je suis très serein là-dessus. Pourquoi pas récupérer des compétences ? Mais alors qu'on nous donne les moyens qui vont avec. Et actuellement, je ne suis pas persuadé que tout le monde joue carte sur table, à savoir que l'on supprimerait des échelons et qu'on nous dirait vous reprenez, et ça va durer 1 an ou 2 les dotations qui vont avec. Et puis ensuite, vous vous débrouillez. Je suis assez dubitatif, je ne vais pas dire méfiant, dubitatif. Moralité, statu quo. Moralité, moi ce que je sais, c'est que c'est vraiment Manuel Valls, faire. le Premier ministre, a annoncé la fin des conseils départementaux à horizon 2020. Donc il y a des élections qui vont se tenir là au mois de mars prochain. Je crois savoir que le calendrier n'a pas été modifié. Marie-Lise Lebranchu n'a pas non plus évoqué une autre façon de faire. L'Italie a été un peu plus rapide. D'un trait de plume, le Sénat. 5 ans, ça va venir très 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 vite. Oui. On va élire effectivement les conseils... La nouvelle formule, on va dire, des conseils généraux dans moins de 6 mois maintenant, ou pratiquement dans 6 mois. On va vraiment avoir envie de se faire harakiri. On va pas trop savoir pourquoi on vote. Enfin, est-ce que vous craignez pas quand même que ce flou-là soit un vrai problème ? Non, parce que moi je vois ma conseillère générale sur mon canton, le canton de Guipavas, le Relecq-Kerhuon, qui va être étendu à Plougastel pour les prochaines élections. Le contact que j'ai avec Nathalie Sarrabezold sur ses compétences, pour une collectivité, pour une mairie, c'est extrêmement précieux, sur un tas de sujets. Je ne vais pas tout les passer en revue, on n'est pas là pour ça, mais le Conseil général a son importance. Les missions qu'il mène, les mène bien. La suppression, je vous le dis, pourquoi pas ? Mais alors dans ces cas-là, qui récupère ses compétences ? Voilà. Et ça, c'est ma question. C'est loin d'être clarifié. Moi, je ne sais pas faire. Vivre tout seul, je ne sais pas faire. Alors, un échelon au-dessus, la région. La région peut récupérer quelques compétences du Conseil général. Les collectivités territoriales plus proches, communautés d'agglo, en récupérer d'autres. Mais la région devait-elle grandir, la région Bretagne ? Je suis assez partisan, je pense que vous avez peut-être lu ou vu ou entendu la proposition de Jean-Jacques Urvoas, avec qui je suis assez en phase le plus souvent. La région est l'échelon d'avenir, de mon point de vue. Est-ce qu'il fallait la faire grandir ? Oui. De quelle manière ? Est-ce que c'est une région à 5 départements ? Est-ce que c'est avec une assemblée régionale ? Est-ce que c'est une absorption des conseils généraux ? Chacun a son idée. Mais la région est la région d'avenir. J'ai eu la chance de siéger
3 ans au Conseil régional après l'élection de Jean-Jacques Urvoas en tant que député. Il ne voulait pas cumuler, donc j'étais rentré au Conseil régional. Je ne me suis pas représenté en 2010, mais j'ai vu le fonctionnement de la région Bretagne. De mon point de vue, c'est vraiment la collectivité d'avenir. Et qui, pour l'instant, n'a pas les moyens de ses ambitions. Au niveau budget, non, c'est sûr que là-dessus... Et ça ne va pas s'améliorer. Ni pour elle, ni pour les autres. Et la Loire-Atlantique, il faut la mettre dans la Bretagne ? Il y a le côté historique. Il y a la volonté des Nantais de vouloir s'intégrer. Alors, pas tout le monde, je ne prétends pas parler à la place des Nantais, mais vous savez, c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi la politique qui se mêle à cette question. Il y a Brest, il y a Nantes, il y a Rennes. Bon, ça fait beaucoup de monde. Donc, et nous, on défend aussi l'extrême ouest, et François Cuand le fait parfaitement bien en promouvant le plus possible la pointe bretonne, parce qu'on n'est pas non plus à côté des centres de décision que sont Paris. Alors, éloigné, si c'est en train notamment. Il y a plusieurs manières justement de sortir de ces limites géographiques finalement et de faire de la politique, et c'est aussi le digital, le numérique. Vous êtes un fervent adepte des réseaux sociaux, vous êtes un Twitter assez permanent d'après... Enfin, en tout cas, modeste. C'est la réputation que vous avez. Je crois même que vous avez été distingué à ce sujet. Vous êtes l'un des élus locaux les plus actifs, je crois, non, sur les réseaux sociaux. Oui, il y a un baromètre national qui révèle tous les 3-4 mois quel élu tweet le plus, les élus les plus actifs. J'ai eu le plaisir, parce que c'est un plaisir quand même, de voir au mois de novembre que j'étais dans les 50 maires les plus actifs sur Twitter. Voilà. Je crois que j'en ai à peine 5000 tweets. Il y en a qui sont à 80 000, vous voyez. Et il a la première place. C'est mon collègue de Plomeur qui est à 80 000 tweets. Ça laisse de la marge. Qui, lui, je crois, tient le pompon. Enfin, c'est lui le leader. C'est lui le premier leader. Deux Bretons, quand même. Il bat Madame le maire de Paris largement. Donc, vous voyez, il y a de la marge encore. C'est au nombre de tweets que ça se compte, ça. Parce que... mais je peux tweeter toutes les 2 secondes. Mais ça présente quel intérêt ? Je crois que l'on tweet quelque chose qui peut présenter un intérêt pour les lecteurs. Pour le monde journalistique, pour ceux qui suivent au niveau de l'habitat proche. Voilà, moi, si c'est pour tweeter mes vacances ou tweeter ce que je fais le soir à manger... j'ai déjà vu une voiture dans l'eau. Oui, mais alors c'était pas la mienne. C'était pas la mienne, c'était au Relais-Quéruant avec une histoire de grande marée, effectivement, où quelqu'un avait oublié. Et ça, c'est des clins d'œil qui peuvent faire sourire. Mais le plus souvent, c'est quand même quelque chose de sérieux. Le reste n'intéresse pas les gens. On peut faire de la politique en 140 signes ? Je crois que c'est un très bon exercice, parce que quand on est étudiant, on nous demande souvent de faire des résumés à plus ou moins 10%. C'est très compliqué, on a toujours du mal à résumer. Twitter nous oblige à faire un message, à réaliser un message en 50 signes. J'aime autant vous dire qu'on va à l'essentiel. On va à l'essentiel, on apprend la concision. C'est pas la réflexion, c'est pas prendre le temps, c'est pas essayer d'expliquer un peu plus que ça. Twitter est un moyen d'aller vite pour dire allez voir sur mon blog, puisque j'ai un blog où là je détaille, je rentre dans le fond. Et Facebook qui touche depuis début novembre sur votre blog. Je suis allé ce matin. Pour vous, c'est un outil, quoi. Non, parce que... 1er novembre, le dernier post, si je ne me trompe pas. Parce que l'actualité, je ne vais pas remplir mon blog pour raconter... voilà, il faut aussi des sujets d'actualité. J'en ai quelques-uns en stock. Ouais. Vous n'êtes pas dans l'exhibitionnisme politique non plus sur les réseaux sociaux, quoi. Vous ne voulez pas parler de tout et de rien uniquement pour dire je suis là, quoi. Quel intérêt ? C'est comme tous ceux qui parlent de leur vie privée sur des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça a à faire de savoir qui fait quoi, avec qui, quoi, comment ? Non. Ce que je considère qui peut présenter un intérêt, soit le clin d'œil, donc l'humour, ou soit le fond. Ce que je constate, c'est que sur les réseaux sociaux, vous faites un article de fond qui va être relayé par 10 personnes, vous mettez une photo qui peut avoir du sens, qui va être relayée par 400 personnes. Voilà. On est dans un monde, je n'apprends rien, mais dans une phase où... la forme est privilégiée au fond, hélas. Donc moi, je suis sur les 3 tableaux, fond et forme, mais j'essaye de tenir ma place, en tous les cas, celle qui est la mienne. Un maire numérique, aujourd'hui, c'est indispensable. Est-ce que les nouvelles technos sont assez présentes, dans la gestion des affaires publiques, notamment locales ? Si on les maîtrise, oui. À bon escient. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elles le sont ? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que les nouvelles technologies sont assez prises en main par les élus locaux et par... Non, pas encore. Non. On a du retard là-dessus ? Oui, beaucoup, par rapport à d'autres pays, même par rapport à certains territoires en France. Je fais peut-être figure un peu de novice là-dessus, mais c'est parce que j'aime ça aussi, et puis qu'il y a la maîtrise, et qu'il y a quelque chose à dire. Et vous seriez surpris du nombre de personnes, notamment on sort d'une campagne électorale des municipales de 2014, où vous voyez des salles de meeting qui se vident, mandat après mandat, et des fréquentations de blogs et de Facebook et de Twitter qui augmentent, ça veut bien dire quelque chose. La personne reste à la maison, prend l'information. Voilà.
c'est un élément qu'il ne faut pas... Alors, on parlait des 140 signes, donc de l'instantanéité, mais en même temps, sur votre blog, donc, puisque Frédéric faisait allusion à votre blog, vous demandez un peu de temps. Vous vous insurgez dans le fameux billet du 1er novembre, là, sur, vous parlez du mandat de 5 ans, et vous dites, voilà, 5 ans, c'est 5 ans, j'étais favorable aux 5 ans, mais c'est tous les 5 ans. Oui. Et il ne faut pas que la campagne suivante démarre au bout de la 2e année et demie ou de la 3e année du mandat en cours. Oui. Grosso modo, vous trouvez que les choses vont quand même trop vite en politique actuellement, qu'il faudrait se poser, prendre du recul un peu ou pas? Parce qu'il y a un petit paradoxe là avec ce côté immédiateté des réseaux sociaux, non? L'immédiateté de l'information ne veut pas dire l'immédiateté de la concrétisation. Moi, je peux annoncer le lancement d'un débat, le lancement d'une concrétisation quelconque en chantier. Voilà, sur la commune, nous allons faire ceci. Au Pays de Brest, nous allons lancer cela. Sans pour autant que les gens fassent le pied de grue pour me dire « alors on veut des résultats ». Or, c'est ce qui se passe au niveau national. Les gens veulent tout de suite, mais ça tient aussi au fait des médias, je le mets dans mon blog. Les médias qui relaient l'information de « bah voilà, les résultats ne sont pas à la hauteur d'eux ». Ça tient aussi des politiques qui disent « on s'est engagé pour telle date à faire telle chose et ça ne vient pas ». Prudence. Des politiques qui savent très bien manier les chaînes info et les messages en 12 secondes. Bien sûr, je suis d'accord. Mais le politique qui s'engage pour dire « moi, si je vous annonce quelque chose aujourd'hui, il dit voilà, pour le 31 décembre, ça sera fait, vous revenez me voir, et puis 31 décembre, c'est pas fait ». Prudence. Plus de modestie d'un côté et plus de patience peut-être du côté de la patience. Tout s'accélère quand même, hein, vraiment. Ça va trop vite, non? Je ne sais pas si ça va trop vite, mais vraiment tout s'accélère. Ça va très vite en tout cas. Un petit mot, il nous reste à peu près 1 minute et demie avant la fin de l'émission. Vous êtes président, on l'a dit, du centre de gestion départemental. C'est un mot qui signifie peut-être pas grand-chose de très clair pour le citoyen commun. Pouvez-vous nous dire en 2 mots en quoi ça consiste ? Alors, le centre de gestion du Finistère, c'est un établissement public qui gère la fonction publique territoriale dans chaque département en France. Il y en a un par département? Il y en a un par département, donc composé d'élus, et qui accompagne l'ensemble des collectivités, donc des communes, des syndicats de communes, des EPCI, ce que l'on appelle EPCI, donc établissements publics, à gérer la fonction publique, leur carrière, les ressources humaines. Donc on vient en appui aux collectivités pour les accompagner dans la gestion quotidienne de la politique, des fonctionnaires, des territoriaux. Donc ça peut être les personnes qui travaillent dans les cantines scolaires, les policiers municipaux, les gens qui font l'entretien des communes. C'est tout à fait ça. Et pour le département du Finistère, c'est 12 000 agents de la fonction publique territoriale. Or, Brest Métropole, qui a sa propre entité, le Conseil général, la ville de Quimper, et Concarneau aussi, puisque le seuil est fixé à 300 agents pour pouvoir... 12 000 agents en plus de ces grosses collectivités. Exactement. Très bien, l'émission s'achève. Merci beaucoup, Yohann Edelek, pour votre disponibilité. Merci, Frédéric. Et puis, tenez bon jusqu'à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.